Tu nous entends? Ah, tu m'entends bien? Bonjour, bonjour. Tac. Donc bonjour à toutes et tous. On va prendre quelques instants le temps que des personnes nous rejoignent sur le live pour évoquer la mise en œuvre de la directive NIS 2 concernant la cybersécurité. Donc on se laisse 30 petites secondes et puis on démarre. Très bien. Écoutez, sans plus attendre, nous allons démarrer l'intervention et donc évoquer ensemble la directive NIS 2. Donc, je vais laisser Cédric, mon co-présentateur, présenter le groupe auquel nous appartenons tous les deux et puis ensuite nous nous présenterons respectivement. Bonjour à toutes et tous, je suis Cédric Duval, consultant en système d'information, je vous présenterai par la suite. TGS France, c'est un groupe de conseil et de services pluridisciplinaires destiné aux entreprises, TPE, PME, ETI, qui offrent des prestations en termes d'audit, expertise comptable, juridique, fiscale, sociale, IT, gestion de patrimoine et formation. L'objectif est d'accompagner les entreprises de sa création jusqu'à finalement sa cession. On a tous les services qui permettent d'accompagner les dirigeants d'entreprise et les managers sur la vie de leur société, leurs activités. Voilà pour TGS. Voilà, ce fut une présentation effectivement efficace pour qu'on aille rapidement dans le cœur du sujet. On va se présenter rapidement tous les deux. Donc moi, je suis Audrey Arbuza, je suis avocate associée au sein de l'entité avocat du groupe TGS, donc TGS France Avocat. Et donc, je m'occupe des sujets de nouvelles technologies et de données personnelles depuis bientôt une quinzaine d'années. Le temps passe vite, d'abord sur Paris puis sur Lille. Et donc, j'ai l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets concernant le digital et notamment la sécurité informatique. Je passe la parole à Cédric. Et donc, Cédric Duval, je suis expert consultant SI en cybersécurité et système d'information chez TGS France Consultant. J'ai été pendant une vingtaine d'années RSI, DSI de structures publiques ou privées, avec un fort focus sur la sécurité des systèmes d'information en santé, puisque j'ai été RSI pendant une dizaine d'années dans un centre hospitalier. Donc désormais, j'accompagne nos clients sur toutes les problématiques liées au système d'information, la sécurisation de leur système d'information, la réponse aux attaques. On est expert cyber pour la plateforme cybermalliance.gouv.fr. Et depuis peu, je suis certifié Green IT et numérique responsable pour accompagner nos clients sur toutes les problématiques de Green IT. Alors, sans plus attendre, on va aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc la directive NIS 2. On va démarrer par un petit historique avant d'aborder les sujets, son contenu. Si le slide veut bien se dérouler. Tac, je suis allée un peu trop vite. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est que la directive NIS 2 a fait suite à une directive NIS 1, NIS tout court, donc qui a été donc la directive, c'est un texte européen qui a été adopté le 6 juillet 2016 et qui a été transposé en France en 2018, puisque la directive, elle n'est pas d'application directe. Il faut que chaque État membre adopte un texte pour qu'elle fasse l'objet d'une loi dans le droit national. Donc, on a un premier texte qui a été adopté en 2018, ce qui est une date assez récente, mais finalement, assez rapidement,
on sait, l'Union européenne s'est dit que le texte n'était pas assez ambitieux, ou en tout cas qu'il était déjà dépassé par les nouvelles problématiques cyber qui occupaient l'actualité. Ce premier texte, en fait, dans les deux textes, NIS 1 et NIS 2, on a le même découpage. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier sujet qui est la gouvernance par les États membres du sujet de la cybersécurité, avec la création d'autorités nationales au niveau de NIS 1. Pour la France, c'est l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle existait déjà avant, mais en tout cas, elle a été nommée en charge des sujets cyber prévus par NIS 1. Un sujet de coopération, c'est-à-dire un système de coopération entre les États membres au niveau de la cybersécurité, puisque le sujet est rarement purement national. Et ensuite, un certain nombre, donc ça c'est au niveau des États, on va dire, les obligations propres aux États membres. Et ensuite, un certain nombre d'obligations qui sont posées aux acteurs économiques pour créer un référentiel en matière de cybersécurité. Donc, au niveau de NIS 1, on avait un référentiel qui était assez restreint, des acteurs privés. On était sur les opérateurs de services essentiels. L'idée, c'est d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie économique et sociale du pays. Et dans le cadre de NIS 2, on a élargi le périmètre à plus de 10 000 entités, et en ouvrant le champ également sur les entités, les acteurs publics. L'objectif, donc voilà, on a effectivement un sujet de coopération entre les États, mais qui va plus loin aujourd'hui, puisque on va avoir un sujet de coopération, y compris au niveau de la gestion de la crise cyber. Améliorer les capacités nationales, donc c'est effectivement renforcer le positionnement des autorités. Et le sujet qui va nous intéresser, nous, c'est les acteurs, qui sont beaucoup plus nombreux à être concernés, et leurs obligations qui sont également plus développées que dans le texte précédent. Donc, maintenant qu'on a posé le cadre général, il faut quand même indiquer qu'on est sur une directive, donc c'est un texte qui doit être transposé en droit interne. La deadline pour la transposition est fixée au 17 octobre 2024. La loi de transposition, elle permet certaines adaptations, c'est-à-dire d'ajouter notamment des entités, des typologies d'acteurs qui ne sont pas nommément prévues de manière obligatoire par la directive. Et à ce sujet, on a le texte, on a, nous, pu consulter le projet de loi qui était en préparation et qui a été d'ailleurs créé avec la collaboration de l'ANSSI après consultation d'un certain nombre d'acteurs, qui devait être présenté en Conseil des ministres pour ensuite passer devant le Parlement le 12 juin dernier, et qui ne l'a pas été du fait de l'actualité et donc de la dissolution. Ce qui veut dire aujourd'hui que le texte de transposition n'est pas dans les tuyaux du Parlement, n'est pas en cours de discussion. Donc, on a quand même un point d'interrogation sur le fait qu'il y ait une loi de transposition et son contenu. D'autant que la loi de transposition qui s'appelle le projet de loi résilience couvrait NIS 2, mais également DORA, en gros, couvrait l'ensemble des textes actuels sur les enjeux de cybersécurité, qu'ils soient sectoriels ou génériques, comme NIS 2. Donc voilà, on est dans un schéma où on va vous présenter l'ensemble des hypothèses, mais il faut bien garder en tête qu'à date, le texte de loi de transposition n'est pas encore fixé, et donc on a une petite inconnue sur le sujet. Donc, une fois qu'on a vu effectivement le cadre général, on va commencer à se focaliser sur l'identification des acteurs qui sont visés par NIS 2. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une classification en 2 niveaux. C'est la première chose à comprendre. On a d'une part les entités qui sont essentielles, donc c'est celles qui ont le plus haut niveau d'obligation parce qu'elles sont vraiment essentielles pour le maintien de l'activité économique et sociale du pays. Et on a un second niveau qui correspond aux entités importantes qui, elles, vont avoir de moindres obligations, mais un champ d'obligation qui est tout de même prévu par la directive. Donc voilà, l'objectif de la classification, c'est d'offrir de la granularité
et te permettre justement d'avoir des obligations adaptées à l'importance de l'activité concernée. Si on regarde maintenant les critères, le texte va fonctionner avec parfois pas de critères, suivant le secteur d'activité, soit un critère de taille, soit un critère de taille et de nécessité pour le fonctionnement de la société et de l'économie. Donc, si je reprends, pour les activités essentielles, on a un certain nombre d'activités basiques pour le fonctionnement d'une société, donc énergie, l'eau au global, les transports, les activités bancaires, la santé, tout ce qui est marché financier, l'espace et la gestion des services informatiques, y compris l'informatique externalisée, pour lesquels qui vont être concernés par les obligations en tant qu'entité essentielle, s'ils ont un critère de taille, c'est-à-dire ils ont soit plus de 250 salariés, soit ils font plus de 50 millions de chiffre d'affaires, ou ils ont plus de 43 millions d'euros à leur bilan annuel. Et à ce critère de taille, donc le critère est alternatif, c'est soit les salariés, soit le chiffre d'affaires, soit le bilan. À ce critère de taille, il va falloir ajouter un critère de nécessité pour le fonctionnement de la société et de l'économie. Donc, cette présentation-là, elle résume l'esprit du critère. Le texte est beaucoup plus détaillé, mais en tout cas, vous avez l'esprit. Donc ça, pour ces typologies d'activités, on a besoin à la fois que ce soit qualifié de nécessaire par le gouvernement, plus un critère de taille. Pour les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique qui sont accessibles au public, là, on considère qu'ils sont nécessaires de fait. Donc, on n'a pas ce critère qui apparaît. Tous les acteurs seront concernés si ils ont plus de 50 salariés, s'ils font plus de 10 millions de chiffre d'affaires ou s'ils ont plus de 10 millions sur leur bilan annuel. Et enfin, sont réputés être des entités essentielles, quelle que soit leur taille et quel que soit leur mode de fonctionnement. Les prestataires de services de confiance qualifiés, c'est-à-dire les prestataires de signature, d'horodatage, de certificats électroniques qui répondent aux critères du règlement EIDAS. Les entités qui appartiennent au secteur des noms de domaine, donc registrars et DNS. Les entreprises qui sont identifiées par l'État comme des entités critiques, des opérateurs de services essentiels, en gros, des acteurs qui étaient déjà qualifiés comme considérés comme concernés par NIS 1. Et enfin, au niveau de l'administration publique, les pouvoirs publics centraux et l'échelon régional. Donc, c'est assez important puisque ça veut dire que par défaut, on va avoir un certain nombre d'acteurs publics ou privés qui sont concernés par NIS 2 sans critères. Donc voilà, c'est assez dense. Là, c'est une version extrêmement résumée parce que la directive a de longues annexes qui viennent détailler les acteurs des secteurs concernés. Donc, c'est vraiment le premier sujet à adresser, comprendre si on est concerné parce qu'on est dans tel champ d'activité et comprendre l'activité concernée et l'application des critères. Et voilà, soit on est une entité essentielle. Si on ne l'est pas, on va regarder les critères qui s'appliquent aux entités importantes et qui fonctionnent suivant les mêmes règles. Donc, les entités importantes, on va retrouver nos mêmes secteurs d'activité qui sont clés pour le fonctionnement d'une économie, donc énergie, l'eau, le transport, les services TIC, etc. Et cette fois-ci, il n'y a plus besoin d'avoir le label nécessaire pour le fonctionnement de la société ou de l'activité économique. On va simplement regarder des critères de taille. Donc là, on va avoir des critères de taille qui sont moins exigeants que ceux prévus pour les entités essentielles, à savoir soit l'entité se situe entre 50 et 250 salariés, soit elle a un chiffre d'affaires qui se situe entre 10 et 50 millions d'euros, soit elle a un bilan annuel qui se situe entre 10 et 43 millions d'euros. Si elle se trouve en dessous de l'ensemble de ces critères, elle n'est pas concernée par NIS 2 ou en tout cas pas directement. S'agissant des services, on a un certain nombre d'autres services qui ont d'autres critères. Donc, soit on a plus de 50 salariés, soit on a plus de 10 millions de chiffre d'affaires, soit on a plus de 10 millions d'euros de bilan annuel. Et là, on va se retrouver sur un certain nombre de services, notamment digitaux, donc les places de marché en ligne, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, et ensuite d'autres services utiles à la société comme les services postaux,
tout ce qui est production, transformation et distribution de denrées alimentaires, ce qui peut concerner de ce fait un certain nombre de structures au vu de, voilà, de la moindre importance des critères appliqués. Tout ce qui concerne la fabrication, la production et la distribution de produits chimiques, la gestion des déchets, les organismes de recherche et les fabricants d'un certain nombre de produits. Donc, que ce soit des dispositifs médicaux, des produits informatiques, électroniques, optiques, tout ce qui est équipement électrique, les machines et les équipements qui ne sont pas classés au niveau de l'UE, les automobiles et le matériel de transport. Donc, on a un panel assez large de produits qui vont être concernés et de services également, dès lors qu'ils sont digitaux, qu'ils sont utiles au fonctionnement de la société. Le projet de loi de transposition, alors bien évidemment sous toute réserve, hein, puisqu'aujourd'hui il n'est même pas en cours de discussion, c'est un projet dont on a pu prendre connaissance, mais voilà, tant qu'il n'est pas adopté de toute façon, il est à prendre avec des pincettes, il donne simplement une vision de la conception qu'en a l'ANSSI et ses partenaires. Donc en fait, on a une extension du périmètre des entités d'abord essentielles, au niveau des administrations, avec au-delà de la région, les départements et les communes de plus de 30 000 habitants, ce qui constitue voilà, encore un niveau supplémentaire dans la prise en compte du caractère essentiel de l'administration et le besoin de la protéger au niveau cyber. On a également les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils relèvent de secteurs d'activité critiques et qui dépassent certains seuils. Donc ça, voilà, c'est à voir au cas par cas également, mais c'est important de se dire, les EPCI, il faut y faire attention. Les établissements d'enseignement menant des activités de recherche, en fait, ce sont ceux désignés par le Premier ministre qui doivent être pris en compte. Donc, on en a un certain nombre dans le projet dont on a pu prendre connaissance, mais qui sera amené à évoluer. Et puis, l'ensemble des opérateurs, notamment les opérateurs de services essentiels qui sont mentionnés dans le Code de la Défense. Là, l'idée, c'est de référencer les acteurs déjà existants. Et même travail dans le projet de loi sur les entités importantes avec les communautés de communes, les établissements publics administratifs et les établissements d'enseignement qui effectuent des activités de recherche qui ne sont pas des entités essentielles. Donc, on a vraiment, au niveau de l'administration, un périmètre qui est assez large et qui est aujourd'hui mouvant, mais la prudence requiert du coup de le prendre en compte par défaut ou en tout cas de suivre l'élaboration du projet de loi avec attention lorsqu'il sera discuté au Parlement. Donc, je vais laisser à Cédric aborder la partie opérationnelle. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Audrey, effectivement, il y a tout un tas de, je ne dirais pas de blanc dans la directive, mais des choses qui seront laissées à la discrétion des États membres. Par exemple, tout ce qui est service essentiel à la santé publique. Donc, pour l'instant, c'est un peu flou de savoir qui sera considéré, qui sera pris en compte dans le NIS2. Ce schéma rapide pour vous montrer comment on peut se déterminer, savoir si on est susceptible d'être concerné par NIS2 ou pas. Voilà, de toute façon, il y aura des outils qui vont sortir par la suite. Je vous en mettrai un dans le chat tout à l'heure pour savoir si vous êtes déjà concerné par la directive NIS2. Donc clairement, on voit, est-ce que je suis une entité de santé privée ou publique? Si oui, est-ce que j'ai plus de 250 000 salariés? Oui, je deviens une entité essentielle au titre de NIS2. Sinon, est-ce que je suis entre 50 et 250 salariés? Oui, je deviens une entité importante. Et sinon, on peut considérer que pour l'instant, non, mais il faudra creuser un peu plus quand même pour savoir si on reste concerné par NIS2 ou pas. Clairement, la directive NIS2, elle vient aussi pour répondre aux problématiques qu'on a pu voir récemment et qu'on voit tous les jours, d'attaques, de cyberattaques sur les entités administratives publiques, des centres hospitaliers, des Comcom, des régions, des départements. C'est vraiment pour mettre un coup d'accélérateur à la sécurisation des systèmes d'information au niveau technique, au niveau humain. On le sait à peu près dans toutes les structures, on a du mal à recruter des spécialistes, des ingénieurs cyber, des RSSI. C'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est de faire prendre conscience à toutes ces structures et entités qu'il y a besoin de technique, mais il y a aussi besoin d'humain derrière.
Donc, ça va permettre d'accélérer la prise en compte du risque cyber dans toutes ces entités. Un point important également sur NIS2, si tu peux passer la slide d'après, c'est qu'effectivement, on peut être une entité concernée, mais il va falloir aussi derrière vérifier que pour qu'on puisse maintenir son activité, parfois on a externalisé totalement son informatique, parfois on dépend de prestataires, souvent même maintenant. Donc il va falloir considérer que tous ces prestataires sous-traitants vont être aussi impactés par la directive NIS2 si vous l'êtes. Clairement, si vous êtes une entité essentielle ou importante, le prestataire, le partenaire, lui est aussi concerné. Ce qui entraînera réellement un vrai changement de fonctionnement, puisqu'il faudra prendre en compte les obligations NIS2 dans les cahiers des charges de ces acquisitions logicielles, matérielles, de ces cahiers des charges d'accompagnement en maintenance, prestations. Il faudra sécuriser finalement toute l'intervention de ces prestataires sur son système d'information. Et par la suite, il faudra bien vérifier que le prestataire, lui, est bien en conformité vis-à-vis de la réglementation. On va dire que c'est un virage un peu à 180 degrés où parfois on faisait confiance aux prestataires. On s'est aperçu que les hackers avaient plus intérêt à hacker finalement les prestataires, les partenaires, puisque ça ouvrait un horizon plus large de clients potentiels et donc de cibles à attaquer. Ça va être important, clairement, dans le suivi de son système d'information et dans le pilotage de son système d'information. Il va falloir que les prestataires rendent des comptes, finalement, au client final, qui, lui, doit assurer son activité en matière d'entité essentielle ou importante. Un dernier point sur ce sujet, c'est que dans la directive, les États membres peuvent inclure encore dans leur législation nationale des mesures complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a un socle de base, mais par exemple, l'ANSSI pourrait considérer qu'il faut aller un peu plus loin que la directive. Ça, on le verra sur la transposition par la suite, mais pour l'instant, c'est laissé à la discrétion des États membres. Puis au-delà, effectivement, si je peux me permettre, de la loi de transposition, ensuite, il va y avoir toutes les lignes directrices que vont pouvoir prendre alors l'ANSSI en France, et puis on imagine une coopération des autorités qui pourrait permettre de prendre des lignes directrices au niveau européen, bien entendu. Sachant qu'il y a un terme qu'il faut garder en mémoire dans la directive, c'est qu'il y a coopération. On veut un niveau à peu près identique sur tous les États membres sur le niveau de cyber pour qu'il y ait une vraie cohérence au niveau de l'Europe sur la cyberdéfense. Donc, on va aborder, bien évidemment, le sujet des obligations qui vous intéresse tous. Alors, le premier sujet, c'est aussi pour ça que vous êtes en partie derrière votre écran et que vous faites bien de l'être, c'est qu'en fait, on a un système d'enregistrement qui va être obligatoire et qui est à la charge des entités. C'est-à-dire, ce n'est pas le gouvernement qui va lister les entités concernées. À partir on a jusqu'au 17 avril 2025 pour se dire « je suis concerné par NIS2 et je dois me déclarer en tant qu'entité essentielle ou en tant qu'entité importante auprès du registre national qui sera géré par l'ANSSI. » Et ensuite, donc l'État a l'obligation de le mettre à niveau, ce registre, tous les 2 ans, parce qu'ensuite, ça va être diffusé au niveau européen. Mais l'acteur concerné, lorsqu'il a une évolution dans sa déclaration, il doit en faire part sous 2 semaines, ce qui est tout de même un délai assez court. Donc, il vaut mieux anticiper le sujet. Donc, pour l'instant, on n'a pas énormément d'informations sur le contenu, les modalités et les délais de déclaration qui seront prévus justement via la loi de transposition par un décret qui sera pris une fois cette loi adoptée. Mais par contre, il faut bien se dire que la loi, elle doit être transposée au 17 octobre et que 17 avril 2025, si on est concerné, il faut avoir fait sa déclaration, son enregistrement. Alors ça, c'était un petit peu les hors-d'œuvre. Hein. Une fois qu'on s'est déclaré, que doit-on faire concrètement? Donc, d'abord, on va aborder les principes. Donc, l'idée, c'est d'adopter des mesures qui vont permettre de gérer le risque cyber. Donc, on a des mesures de tout type, donc des mesures techniques, des mesures opérationnelles et des mesures organisationnelles. On n'est pas juste sur une couche de mesures de sécurité, il faut avoir une vision à 360. L'objectif, il est double, c'est anticiper les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information et les résoudre
et réduire les conséquences que ces incidents ont sur les services. Donc, c'est en gros, on est en amont et en aval. J'anticipe et je résous. La directive prend en compte, en tout cas essaye de prendre en compte les situations diverses des acteurs, mais ce qui se traduit de manière forcément un petit peu générale, c'est-à-dire que ce qu'elle veut, c'est que les mesures aient un caractère proportionné par rapport au risque, donc à la fois au regard de sa probabilité et de sa gravité, par rapport à l'état des connaissances en matière de cybersécurité, et leur coût de mise en œuvre, ce qui n'est pas anodin, et la prise en compte de la situation de l'entité, à savoir son degré d'exposition au risque et sa taille. Alors, bien évidemment, ça, ce sont les principes posés par la directive. Il faudra voir comment, et justement, c'est là où les lignes directrices sont importantes, quelle est la direction que prend l'ATSI dans l'application de ces critères. Parce que voilà, le caractère proportionné et la prise en compte du coût de mise en œuvre, ça ne veut pas forcément dire laisser perdurer tous les risques si on a une activité ne serait-ce qu'importante, si on est une entité importante, pardon. Donc, il faut voir concrètement comment sera placé le curseur, et ça, ce sera effectivement l'autorité qui va nous guider dans le temps. Malgré tout, au-delà des principes, pour avoir un seuil minimal, la directive a prévu un certain nombre de mesures qui doivent être mises en place. Donc, la première des mesures, c'est d'avoir une gouvernance du risque. C'est-à-dire qu'il y a une formation obligatoire des dirigeants d'entreprises et d'acteurs publics au risque cyber. Si les dirigeants n'ont pas conscience du risque, effectivement, ils ne le prendront pas en compte dans leur activité. Là, il faut qu'ils aient à la fois connaissance du risque et de la réglementation. Et ensuite, il est prévu en termes de gouvernance que les mesures qui seront prises, ces fameuses mesures de cybersécurité, elles seront approuvées par les directions d'entreprise ou d'administration. Donc, ça permet de faire du sujet un sujet régalien, donc un sujet essentiel à l'activité. Une fois qu'on a cette gouvernance, normalement, elle doit permettre la prise en compte d'un certain nombre de mesures. Donc, parmi ces mesures, déjà, on a un ensemble de politiques ou de procédures qui permettent d'une part d'analyser le risque sur la phase d'anticipation, l'utilisation de la cryptographie. Et puis, en aval, on a la gestion des incidents avec également tout ce qui est mesure de continuité d'activité. Donc, comment je sauvegarde mes données, comment je m'assure de la reprise d'activité et comment j'anticipe, je me prépare à une crise avec un comité de gestion de crise. Donc voilà, on a effectivement une organisation pour anticiper les problématiques et pour les résoudre. On a également des dispositifs qui sont spécifiques en matière de sécurité de la supply chain, donc tout ce qui est relation avec les prestataires et les fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle ne fonctionne jamais en vase clos, elle fonctionne avec tout un écosystème. La directive prévoit également des mesures de sécurité pour tout ce qui concerne la construction et la maintenance du réseau et des systèmes d'information, des pratiques de base en matière de cyberhygiène, des mesures concernant la sécurité de pôles clés dans l'activité, donc à la fois les ressources humaines, le contrôle d'accès et la gestion des actifs. Donc, toutes des sources de risques humaines en interne dans une activité. Elle prévoit également des solutions d'authentification à plusieurs facteurs. Donc, on rejoint au final les dispositifs de sécurité des mots de passe qui sont d'ores et déjà prévus par la CNIL en matière de données personnelles, mais qui rejoignent également, qui sont élaborés en tout cas conjointement avec l'ANSSI. Et il faut savoir que ce panel de mesures, il va être complété d'ici le 17 octobre 2024 pour les acteurs du digital par des mesures de la Commission européenne. Donc, on est sûr que ça va arriver d'ici le 17 octobre pour la Commission. La Commission sera libre de prendre d'autres mesures, en tout cas pour guider ces mesures de gestion du risque sur d'autres secteurs d'activité, une fois que le texte sera transposé, bien évidemment. Alors, d'une façon un petit peu opérationnelle, comment ça se met en place? Il y a un point important qu'il faudra aborder, mais c'est clairement un focus important de NIS2 sur la gouvernance et la prise en compte finalement du risque cyber sur son activité, et d'avoir finalement un comité directeur, comité exécutif ou la tête de la structure qui soit vraiment partie prenante de la cybersécurité.
s'il y a des gens dans la sécurité informatique sur le webinaire, ils savent très bien la difficulté d'avoir du sponsoring en interne sur la cybersécurité. Clairement, le NIS 2 va accompagner finalement toutes ces demandes de sécurisation, d'accompagnement. Donc la gouvernance est l'un des points clés de NIS 2. Forcément des mesures techniques, donc il faudra clairement en amont analyser sa structure, son système d'information, bien le connaître. Donc ça passera par des audits, par des cartographies logicielles, techniques. Un point important aussi, c'est que on parle de sécurité de système d'information, mais aussi sécurité physique. On voit encore parfois des serveurs qui sont stockés dans des salles ouvertes avec des fenêtres sur le rez-de-chaussée. Clairement, c'est un point important de la sécurité informatique, puisque c'est encore plus facile de rentrer par la fenêtre sur un serveur quand elle n'est pas sécurisée. Donc des mesures techniques qu'il faudra mettre en place, des mesures techniques qu'il faudra appliquer dans les contrats. Donc là, il y aura vraiment tout un travail d'analyse des contrats actuels avec ses partenaires, prestataires, pour mettre en place toutes ces mesures techniques, pour faire l'acquisition de solutions techniques, pour embaucher aussi finalement tout un tas d'humains au service de la cyber dans les entités. Il y a un point extrêmement important on parlait des RH à l'instant, le recrutement. Parfois dans des sociétés, il faut montrer patte blanche pour pouvoir intervenir chez un prestataire. Donc on n'a pas le contenu encore exact, mais demain on pourrait très bien se dire qu'il faut un extrait d'un casier judiciaire pour embaucher un informaticien. C'est des choses que je lance comme ça, c'est pas la réalité, mais clairement il faudra faire attention à ce que l'humain, le technique et le physique se mettent tout en place. Derrière, on aura mis en place des mesures techniques, on aura mis en place des contrats. Il faudra auditer le bon fonctionnement de toute cette chaîne cyber au sein du système d'information par des audits réguliers, et des audits précis, bien vérifier qu'en montée de version, l'obsolescence de son parc, il y aura tout un tas de choses à mettre en place, ce qui est déjà le cas finalement. Logiquement, c'est déjà les bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information, mais il faudra clairement passer par une obligation pour qu'on hausse encore le niveau de robustesse face au risque cyber. Et puis, par la suite, il faudra tester toutes ces solutions mises en place, la capacité de la structure à répondre à un sinistre, la gestion des risques, faire du stress test en interne pour vérifier que on a tous les processus et toutes les procédures qui vont bien pour répondre à une attaque, pour répondre à un sinistre, puisqu'on parle souvent d'attaque, mais aussi un sinistre. La continuité d'activité, ça peut être aussi une inondation, ça peut être un incendie, ça peut être tout un tas de choses. Donc effectivement, il faudra bien vérifier qu'on est en capacité de continuer son activité, ou à minima de reprendre le plus rapidement possible en fonction des procédures qui ont été mises en place. Et puis par la suite, bien former ses collaborateurs en fonction de leur niveau de gestion, d'utilisation du système d'information. Mais un point important, c'est d'acculturer tous les collaborateurs. Donc en premier point, on forme la direction, les dirigeants, et il faudra également former tous ces collaborateurs au risque cyber pour une forte acculturation à la menace et au risque cyber. Je crois que oui. Je vais reprendre rapidement la main pour la partie incident de sécurité. C'est le troisième point des obligations. Donc, maintenant qu'on a vu les mesures qui permettent de gérer le risque, il y a un point spécifique sur la transparence. Donc, l'acteur qui a une entité essentielle ou une entité importante va devoir notifier l'autorité, donc l'ANSSI, si elle subit un incident de sécurité. Donc, quel incident on va devoir notifier? Soit on a une perturbation opérationnelle grave, soit on a des pertes financières. Et on a un incident qui affecte des personnes physiques ou morales par des dommages matériels, corporels ou moraux considérables. Donc, on reste sur des termes génériques qu'il va falloir apprécier dans le contexte considéré, avec prudence, en tout cas à mon sens, et qui déclenchent l'obligation de notification. Donc là, on a une obligation de notification que vous devez déjà connaître si vous êtes familier du RGPD, avec 24 heures, une alerte précoce auprès de l'ANSSI, 72 heures, la vraie notification d'incident. Ensuite, la communication d'un rapport intermédiaire sur demande de l'autorité. Au bout d'un mois, le rapport final. Et si la crise n'est pas terminée, on a un délai supplémentaire d'1 mois.
Donc voilà, on a en tout cas un vrai suivi de l'incident de sécurité par l'autorité. Si je peux me permettre, pour pouvoir notifier un incident de sécurité, il faudra connaître parfaitement ce système d'information pour savoir ce qui a pu être impacté. Et il faudra mettre en place des processus clairs et éprouvés pour pouvoir vérifier la notification, vérifier qu'on a bien une notification d'incident. Et enfin, il sera nécessaire de mettre des moyens techniques et organisationnels pour pouvoir évaluer, détecter et signaler en fait tout incident qui peut survenir sur le système d'information. Donc, tu veux Non, c'est okay. Donc, on a effectivement des obligations qui sont spécifiques aux fournisseurs et au registre de noms de domaine. Donc, concernant leur base de données, l'important, c'est d'avoir une base de données qui permet de contacter effectivement les responsables de noms de domaine. L'idée, c'est vraiment l'identification des points de contact qui permet ensuite de mettre en place des procédures, de rendre publiques les données d'enregistrement sans données personnelles, mais donc de ce fait, de pouvoir gérer l'exactitude et d'avoir on va dire, des bases saines sur les titulaires de noms de domaine. Donc, quel contrôle et quelles sanctions? Parce qu'on a vu, on a des obligations fortes qui concernent un certain nombre d'acteurs. Donc, on va avoir des mesures de supervision. Donc, vraiment, l'ANSSI va pouvoir aller auditer, inspecter, contrôler sous différentes formes, avec des capacités de contrôle qui sont plus élargies pour les entités essentielles. Elle peut, aller contrôler, faire des contrôles généraux, spécifiques. Elle peut aussi demander des informations. Donc, c'est à ce moment-là, ça va être à l'entité de lui fournir les éléments requis. Et ensuite, elle va avoir des mesures de contrainte ou des pouvoirs d'exécution. C'est-à-dire qu'elle peut prononcer diverses sanctions allant de l'avertissement à l'instruction contraignante à l'amende administrative. Elle peut aussi demander l'information des personnes concernées par une cybermenace. Donc, elle peut exiger la transparence de la part de l'opérateur concerné. Elle peut rendre public les aspects de la violation. Elle peut désigner un responsable du contrôle. Et en fait, en tout cas pour les entités essentielles, il faut le fait de ne pas suivre ces ordres peut être sanctionné. Donc, c'est vraiment, en fait, on a ceinture et bretelles, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des sanctions. Et si elle voit que tout ce qui relève de la mise en conformité n'est pas suivi, elle peut suspendre une autorisation d'activité si l'entité est soumise à une autorisation. Elle peut aussi interdire à un dirigeant d'exercer des fonctions dirigeantes. Donc, en fait, on revient à l'importance de la gouvernance. Là, elle prend tout son sens parce qu'en fait, elle peut rapidement prendre effet avec l'interdiction d'exercer un mandat. Donc, voilà, on a l'information, l'éducation, et puis à la fin, on a la sanction. Et on a, bien évidemment, un aspect qui est majeur pour l'ensemble des acteurs, c'est le montant de la sanction financière. Donc, pour les entités essentielles, on va prendre le montant le plus élevé entre 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel. Et pour les entités importantes, on sera sur 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel. Donc, on est sur des montants importants. Et donc, en synthèse, puisqu'on va se laisser un petit temps de questions-réponses, au niveau de la mise en conformité, en tout cas sur le plan juridique, moi, mon expérience, c'est que NIS 2 a beaucoup de points communs, ou en tout cas de points qui se rejoignent sur la méthode et les obligations avec la mise en conformité RGPD. Si vous êtes familier du RGPD, vous savez que dans le RGPD, il y a un aspect sécurité qui est assez important. Ça représente 1/3 des sanctions de la CNIL. Et les guides que produit la CNIL en matière de sécurité, notamment de cybersécurité, sont élaborés conjointement avec l'ANSSI. Donc, on est déjà sur une partie du sujet cyber avec le RGPD. Donc, on a l'idée de former les gens, d'avoir une gouvernance, de gérer des incidents de violation, d'avoir une analyse d'impact qui est aussi une analyse de risque sur les traitements les plus sensibles,
d'avoir une obligation de sécurité, de prise de mesures qui existe et qui se traduit au niveau contractuel. C'est-à-dire que dans sa relation avec ses prestataires et ses partenaires, la CNIL, elle n'exige pas uniquement qu'on fasse état de l'obligation d'assurer la sécurité des données, elle exige qu'on liste les mesures qui sont prises en compte. Et donc là, quand on fait le parallèle avec NIS2, c'est une mesure qui va effectivement se déployer. On ne va plus pouvoir juste faire confiance au prestataire, il faut véritablement que le prestataire indique quel est, dans le détail, le dispositif de sécurité cyber qu'il va mettre en place et que soi-même, en tant qu'entité essentielle ou importante, on soit à capacité de juger que ce dispositif est suffisant parce qu'on restera responsable de son prestataire et du fait qu'il a été défaillant ou non dans la prise en compte des mesures. Et autre sujet important, c'est qu'il va falloir tenir une documentation, ce qui est déjà le cas avec le RGPD, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'on a mis en place les bonnes mesures de sécurité, il faut également les documenter pour pouvoir répondre, justifier de ce qu'on a mis en place vis-à-vis de l'autorité en cas de contrôle. Si on veut éviter la sanction, et puis ne serait-ce que si on veut bien gérer sa cybersécurité, puisqu'il y a un intérêt opérationnel au quotidien avant tout, il est capital d'avoir une documentation à jour sur ces mesures de cybersécurité. Alors globalement, pour finir sur les obligations et finalement comment on peut le mettre en place techniquement et organisationnellement, juste le petit rappel des obligations, c'est mettre en place des mesures de sécurité pour protéger les réseaux et les systèmes d'information contre les cybermenaces, identifier et évaluer le risque cyber. C'est vrai j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un vrai sujet sur les analyses de risque. Alors, j'ai vu une question tout à l'heure, est-il indispensable d'être certifié ISO 27001 ? Il n'y a pas de notion d'être certifié ISO 27001, mais clairement, c'est le référentiel qui est derrière NIS2. Donc, identifier, analyser les risques, mettre en place les mesures de sécurité, piloter la sécurité de son système d'information, évaluer, réévaluer, remettre en place. Finalement, on est vraiment sur un processus d'amélioration continue de la sécurité du système d'information. Un vrai sujet, moi, que j'identifie, c'est la coopération avec les autorités compétentes. Il y a les CSIRT, il y a globalement tout l'espace européen cyber. C'est un vrai sujet de montée en gamme de la sécurité des systèmes d'information des entités européennes et surtout françaises. Un point également important, d'être en capacité de notifier les incidents. On en a parlé, on en parle encore, mais c'est vraiment les 4 points que je retiens du NIS2. Donc, pour pouvoir notifier, il faut connaître son système d'information. J'insiste là-dessus. Audrey vient de dire qu'il faut documenter son système d'information sur beaucoup d'audits qu'on peut réaliser. On s'aperçoit que beaucoup de structures n'ont ni cartographie applicative, ni cartographie de l'infrastructure. On parle pas de matrice de droit encore, mais il y a vraiment tout un travail de documentation. Étant informaticien, c'est vrai que c'est pas ce qu'on faisait idéalement en premier lieu quand on met des systèmes d'information, des logiciels ou des infras. Mais globalement, la documentation est vraiment importante. Évaluer ses prestataires en permanence. Je sais que c'est coûteux, c'est long, mais il y a un vrai sujet sur l'accompagnement de ses prestataires et de bien vérifier qu'ils mettent en place les mesures de sécurité liées à sa criticité. Et comment initier la démarche? Clairement, il faut déjà préparer la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est vraiment le comité exécutif, c'est vraiment les dirigeants de la société qui doivent prendre à bras le corps le sujet cyber, planifier les chantiers, les budgéter, puisque derrière, je le mets en dessous, mais ça va impliquer quand même un investissement financier important. Développer, tester et mettre en place des actions pour garantir la sécurité de son système d'information. Définir des indicateurs de contrôle. Donc, vous voyez, on est vraiment sur l'ISO 27001. Clairement, on est vraiment en toile de fond, on parle quand même sur l'ISO. Sans être forcément certifié, il faut s'en inspirer. Agir, ajuster en permanence et puis réagir le plus rapidement possible en cas de problématique. Concrètement, il faut organiser et formaliser la politique de sensibilisation et qu'elle soit adaptée aux différents acteurs et aux collaborateurs de votre structure. Il faut commencer déjà à communiquer régulièrement sur la sécurité, faire des campagnes de sensibilisation par mail ou parfois c'est de l'affichage dans les salles de pause, mais quand même permettre une acculturation de tous vos collaborateurs à ce qui va pouvoir venir. Le NIS2 va arriver, donc clairement il va falloir aussi que tout le monde prenne le sujet, que ça soit le dirigeant, mais que ça soit le collaborateur, je veux dire lambda, c'est pas péjoratif, mais que tout le monde ait conscience qu'il y a des obligations. On clique plus sur tout n'importe quel lien. Il faudra faire peut-être sans doute des campagnes de phishing, tout un tas de choses pour pouvoir sensibiliser ses collaborateurs.
Et j'insiste, cartographier précisément son système d'information, ses prestataires, ses activités critiques, toutes les interconnexions qu'on peut avoir sur son système d'information, savoir si on est au bon niveau contractuel avec ses prestataires, avec ses partenaires, évaluer son niveau d'obsolescence de son parc, de ses serveurs, de tout son matériel, évaluer la sécurité physique, et puis identifier réellement les capacités de détection qu'on a actuellement et de supervision. On peut avoir tous les antivirus, les EDR du monde, si derrière il n'y a personne qui contrôle ou qui vérifie qu'il y a quelque chose qui se passe mal ou il va falloir quand même qu'on ait des gens qui pilotent la sécurité du système d'information. Donc identifier des référents ou des responsables, mais des gens en capacité d'accompagner les dirigeants, parce que les dirigeants ont aussi autre chose à faire, hein, clairement. Donc il faudra quand même des gens en capacité de piloter ça au quotidien, mutualisés ou pas, mais des gens qui soient en interne, qui puissent connaître le système d'information de près, et auquel cas, notifier un incident ou de réévaluer une sécurité qui est mal mise, de sanctionner entre guillemets un prestataire qui fait mal son boulot parce que il sauvegarde pas comme il faut les données, il n'y a pas les bons mots de passe ou les mots de passe sont partagés. Voilà. Il y a tout un tas de choses à mettre en place, mais clairement commencer par formaliser une politique de sensibilisation en attendant en attendant octobre, hein, clairement, mais déjà commencer à acculturer tous vos collaborateurs sur la sécurité du système d'information. Nous, on se bat au quotidien depuis de nombreuses années pour distiller un message de sécurité au sein des structures, des entités, et clairement, là, c'est un vrai levier pour nous de pouvoir mettre en place des systèmes d'information sécurisés et le plus robustes possible aux attaques. Oui, puisqu'effectivement, l'objectif, alors NIS2 va concerner un certain nombre d'acteurs. Par ruissellement, elle va concerner aussi un certain nombre de prestataires. Plus globalement, le risque cyber concerne aujourd'hui toutes les sociétés et toutes on va dire, les entités publiques ou privées, quelle que soit leur taille. Et au-delà de NIS2, vous aurez toujours l'application du RGPD et de toute façon une exigence du régulateur en matière de sécurité du système d'information. Et pourquoi cette obligation? Parce qu'elle correspond à une situation où quand vous êtes en attaque, eh bien, vous ne pouvez plus exercer votre activité. Donc, vous avez effectivement l'effet peut-être un petit peu épouvantail du régulateur, mais le vrai épouvantail n'est pas là. Il est dans l'attaque qui se réalise et qui vous bloque, qui vous fait perdre du chiffre d'affaires pendant un jour, plusieurs jours, un mois, etc. Parce qu'il y a toujours le temps de l'identification de l'attaque, puis de sa résorption, et ça peut prendre pas mal de temps. Je ne vous souhaite pas, bien évidemment, mais bon, on sait qu'aujourd'hui, ça peut nous arriver à tous. Ce qui est important, c'est d'avoir des mesures itératives, hein, clairement. On ne va pas pouvoir tous mettre tout ça en place du jour au lendemain. Dès le 1er novembre 2024, il va falloir faire ça. C'est pour ça qu'on va planifier les chantiers. C'est-à-dire déjà identifier les mesures urgentes à mettre en place pour pouvoir se sécuriser à minima. Et puis de faire évoluer son système d'information au fur et à mesure pour garder une conformité NIS2. Et pour répondre à la question si je ne suis pas concerné par le NIS2, mais je travaille avec une société NIS2, effectivement, si vous travaillez avec une société dite essentielle ou importante, vous intervenez sur une activité identifiée de cette société, oui, il faudra vous mettre en conformité avec le NIS2. Ou il faudra vous mettre en conformité avec les préconisations qui seront demandées par votre client. Effectivement. Si on aborde peut-être les questions, puisqu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour tenir le timing. Alors, si je reprends quelques-unes des questions, un petit data center avec plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 salariés, plus de 50 salariés, serait-il concerné? Alors là, il va falloir qu'on revienne sur nos fameux critères. En tout cas, sur l'activité, on est sur une activité qui est concernée. Donc ensuite, si on revient sur les critères, si je refais défiler, puisque je ne les connais pas encore par cœur, mais ça ne saurait tarder, hop, on va refaire l'arbre de décision que nous a montré Cédric. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le secteur d'activité et ensuite, est-ce que je réponds aux critères? En l'occurrence, gestion des services TIC, on va être sur ce créneau-là, hein, de manière assez générale, et on a plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a plus de 50 salariés. Donc, à minima, sur l'entité importante, on se trouve concerné, à mon sens.
Après, voilà, il faut voir quand vous dites au-dessus à quel niveau vous êtes pour vérifier si vous n'êtes pas justement une entité essentielle, puisqu'on a cette même typologie de service qui est de toute façon extrêmement importante dans le fonctionnement de nos économiques aujourd'hui. Sachant qu'il y a un point que moi j'identifie, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas éligible aux critères NIS 2 qu'il faut balayer en disant c'est pas grave. Demain, vous pouvez très bien avoir un client qui vient héberger ses serveurs ou ses data chez vous et qui vous demandera d'être au niveau des critères demandés NIS 2. Alors, il faudra évaluer tout ça, mais clairement, toutes les demandes, est-ce que je suis concerné, est-ce que je suis concerné, il faut le prendre au cas par cas. C'est la vraie difficulté de NIS 2. C'est vrai que tout le monde nous demande est-ce que je suis dans le périmètre. Il y a je vous ai mis le petit lien, mon espace NIS 2, suis-je concerné? Donc, ça vous donne déjà une prétendance sur votre éligibilité. Mais clairement, il faut se garder en tête que là, pour l'instant, il y a des entités qui sont, il y a un premier filtre, hein, il y a critères de taille, critères de chiffre d'affaires. Mais il faut quand même se dire que c'est l'avenir. Hein. Clairement, demain, on demandera à beaucoup de sociétés, même certains appels d'offres, je pense, demain, vous demanderont d'avoir un certain niveau de sécurité. Alors, peut-être pas un label ou peut-être pas forcément ISO 27001. On vous demandera d'avoir un niveau de sécurisation minimal pour pouvoir répondre à des demandes clientes. Donc, même si vous n'êtes pas forcément concerné, moi, je vous invite quand même à aller vers un processus de sécurisation de votre système d'information le plus renforcé, le plus robuste possible. Je dirais aussi que pour interagir avec d'autres structures qui, elles, sont concernées, en fait, leur niveau d'acceptabilité pour que les systèmes discutent entre eux, il faudra qu'ils soient à même niveau de sécurisation. Donc, en fait, dans le temps, le nivellement par le haut va s'effectuer grâce à NIS 2 en termes de cybersécurité. Et sachant que pour avoir vécu avec des clients des attaques, parfois on se dit j'aurais peut-être dû le faire avant. Et effectivement, même si on a un cabinet, je pense à un cabinet comptable de 600 salariés, effectivement, on a eu le cas avec des cabinets comptables arrêtés. Il y a vraiment des sujets, quoi. Il n'y a plus d'activité, on met tout le monde au chômage pendant 4 semaines, un mois. Ça peut être vraiment très compliqué sur l'activité. Donc, il faut quand même se dire que la cybersécurité, c'est pas pour les autres, c'est pas parce que je suis le plus petit. On entend aussi parfois, je suis tout petit, bon, on n'a rien à venir me chercher. Donc clairement, c'est plus trop le cas maintenant. Les cyberattaques, c'est méthode chalut, on arrose très large. Donc sécurisez-vous au maximum à la hauteur de vos moyens. Et même si vous n'êtes pas dans le NIS 2, prenez exemple. C'est ça. Je te rejoins, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'il y avait une question sur les cabinets d'expertise comptable. C'est un peu la même logique que les cabinets d'avocats. C'est-à-dire que même si on n'est pas structurel pour peut-être le fonctionnement de l'économie et de la société, et encore j'en doute, je ne sais pas si on a été de très bons lobbyistes ou si c'est un secteur qui a été oublié, mais par contre, on a déjà une obligation de secret professionnel. Donc, voilà, on est concerné par le secret professionnel, par le secret des affaires, par toute une logique de secret où, si on a une cyberattaque et que les données sont diffusées, très clairement, je dirais qu'au-delà de la résorption de l'attaque, votre activité a quand même beaucoup de chances de s'arrêter. Parce que vous allez avoir une obligation de notification RGPD, à la fois à la CNIL et à la fois auprès des personnes concernées. Donc, à un moment donné, la diffusion de l'incident va être maximale et elle cause une atteinte à la réputation et donc au fonctionnement de la société et à la perception du chiffre d'affaires qui est assez cruciale. Donc, il ne faut pas prendre effectivement cette réglementation comme une obligation pour certains acteurs, mais comme un objectif et comme un guide sur l'adoption des bonnes mesures pour exercer son activité de manière sereine et cohérente par rapport aux enjeux actuels en matière de cyber. Alors, j'ai les questions et les ajustements. Oui, le data center est inférieur à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et salariés. Donc, logiquement, on ne serait pas forcément concerné. Mais bon, avec mettre des bémols et en fonction de votre activité, en fonction de la typologie de vos clients ensuite. Il faut regarder le bilan aussi, parce que là, on a 2 critères sur les 3. Oui, excusez-moi, j'ai lu dans le mauvais sens. Et pour répondre à Claude C, oui, effectivement, clairement, vous pouvez vraiment vous baser sur l'ISO 27001. Alors, l'ISO 27001, on est vraiment sur un niveau très fort. Il faut une certaine maturité déjà pour appréhender l'ISO 27001.
Vous pouvez vous baser sur tous les guides de l'ANSSI, hein, tout ce qui est le guide d'hygiène, le guide mis à disposition des TPE, PME. Il y a tout un tas il y a une littérature disponible qui permet déjà de s'acculturer et monter en gamme en termes de sécurité des systèmes d'information. Mot de passe, gestion des accès, voilà, sauvegarde. Il y a un triptyque qui est permanent. La revue des droits d'accès, il y a tout un tas de choses, la mise à jour. Voilà. Il y a vraiment des choses qu'il faut mettre en place. L'ISO 27000 vous permet d'avoir une revue permanente, d'aller très très loin dans l'identification de vos activités, vos risques. De la même façon qu'on pourrait très bien dire, les analyses de risque, il faut passer sur de l'EBIOS. Clairement, tout le monde n'est pas en capacité de mener des analyses de risque EBIOS. Donc, voilà, il faut s'inspirer de la littérature, des choses qui sont déjà en place. Et si vous êtes en capacité de faire du 27001, allez-y, sans forcément chercher la certification. Sur la chambre des métiers, avec 1000 salariés, 8000 apprentis, est-ce que vous êtes une activité essentielle? Ce sera... Moi, je pense qu'on est quand même concerné, mais à vérifier suivant les critères qu'on a vus tout à l'heure. Sachant que les apprentis, tout ce qu'on parlait tout à l'heure d'enseignement, ça reste encore assez flou sur la directive. Donc, moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que vu la taille, il y a aussi un critère de taille. Hein. Je veux dire, dans la santé, un CHU, oui, tout de suite. Hein. Un EHPAD associatif, c'est plus compliqué. Donc, effectivement. Ce sera peut-être plutôt dans l'entité importante. Voilà. Mais encore, au vu de la sensibilité de la donnée, est-ce que ce sera là voilà. Mais réellement, il faut suivre ce qui va sortir. Sur ce sujet-là, il y a tout un pan de choses qui est laissé à discrétion des États membres, ce qui est marqué dans la directive. Donc, il faudra réellement attendre la transposition sur la loi française. Oui. Globalement, déjà, votre taille de 1000 salariés, 8000 apprentis, moi, j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas concerné, oui. Allez-y. Alors, il y aura un sujet. De la même manière, quand je lis la dématérialisation de factures, est-ce que ça risque de développer l'obligation de NIS 2? Alors, ça peut, hein, je veux dire, dans l'absolu, dans le temps, NIS 2 peut évoluer dans les classifications qu'elle propose. C'est-à-dire qu'on peut avoir NIS 3 ou des actes modificatifs qui vont venir ajouter des secteurs d'activité ou moduler les critères. Au-delà de ça, quand on évoque la dématérialisation des factures, ce qu'on évoque, c'est la numérisation de nos obligations et de la société, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qu'on fait par le numérique parce que notre activité est tournée par ce biais de communication. On a aussi un certain nombre d'obligations qui nous amènent à utiliser le numérique, parce que la dématérialisation des factures, c'est une obligation légale. Donc, il faut, et vu le flux de données qui passe par le numérique, d'où l'adoption de NIS 2. Donc, on a eu NIS 1, on a NIS 2, on va se préparer, on aura peut-être NIS 3 d'ici quelques années. En tout cas, sachez que voilà, tout ce qui est important pour votre activité et qui relève alors du secret ou de la confidentialité, qui est en tout cas important pour votre activité, passe par des flux numériques aujourd'hui. Il y a un point pour l'instant qui n'est pas identifié. Moi, je travaille pas mal avec des collectivités et tout ce qui est entreprises publiques locales qui gèrent de l'énergie, qui gèrent des déchets. Pour l'instant, c'est pas très très clair parce qu'en fait, effectivement, on parle de tout ce qui gère les déchets, mais pas forcément pour l'instant les collectifs. Bon, clairement, il y a des choses qu'il va falloir éclircir et qu'on attend avec impatience aussi nous-mêmes de notre côté pour pouvoir éclairer nos clients. Clairement, il y a un trou. Donc, j'ai tendance à dire de toute façon, sécuriser le système d'information. C'est la bonne démarche après. Sécuriser et sensibiliser. Exactement. Bien, je crois que c'est le mot de la fin, sauf s'il y a d'autres questions. On va vérifier. Les critères de taille sont-ils jugés par établissement? Ils sont jugés par entité, donc par personne morale. Dans ce cas-là, ça doit être par finesse. À mon sens, hein. La question est légitime. Au niveau de la directive, elle n'est pas adressée. Au niveau de la directive, on est au niveau macro, donc on évoque la personne morale. Après, la question, si vous avez plusieurs établissements, c'est est-ce qu'ils fonctionnent tous avec un SI séparé ou si on a un seul SI? Si on a un seul SI, plusieurs établissements, peu importe, en fait, j'ai envie de dire, on a une entité qui a un système d'information. Bon. J'aurais tendance à considérer que les critères sont à utiliser au niveau macro, mais la question se posera au niveau effectivement de l'enregistrement auprès de l'ANSSI. Donc, ce sera une des questions qui sera posée et qui devra être adressée par le régulateur.
si elle ne l'est pas par la loi de transposition. Après, on va se renseigner, on pourra revenir vers vous. Alors, je ne sais pas comment on pourra communiquer. Je pense qu'on aura peut-être On va diffuser le support, donc n'hésitez pas à le télécharger. Il sera disponible sur Webikeo en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos éventuelles questions, interrogations, remarques par rapport à ce webinaire. On sera ravis d'en échanger avec vous de vive voix. Et puis, voilà, je crois en tout cas, on vous laisse sur ces mots, sensibiliser et sécuriser. Merci de votre attention. Merci. C'est une bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.